Mesdames et messieurs, chers partenaires aussi qui êtes là, je vois un certain nombre d'anciens aussi de l'école. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Et donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir à Albi, à l'École des Mines, le docteur Gavin Schmidt. Donc le docteur Gavin Schmidt est britannique, il vit à New York, il a une vie très très cosmopolite, mais rassurez-vous, il s'exprimera ce soir en français, puisqu'il a aussi cette qualité. Il a d'ailleurs un peu de famille en France, et c'est d'ailleurs grâce à une de ses cousines, qui est l'épouse d'un de nos professeurs, qu'on a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir. J'ai l'impression qu'il aime bien aussi notre pays, notre gastronomie, nos fromages, c'est des affaires dont on a parlé. Alors, Gavin Schmidt, à l'origine, a une formation de mathématicien. Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'University College of London. Et très vite, le docteur Gavin Schmidt est devenu un spécialiste qui est maintenant mondialement reconnu de la climatologie et de la modélisation du climat. Donc ses travaux portent sur des questions de circulation d'océans, du climat, enfin il va nous expliquer tout ça. Et il s'est attaché à développer des modèles qui soient cohérents avec ce qu'on connaît des données paléolithiques en particulier. Aujourd'hui, enfin depuis juin 2014 je crois, donc le docteur Gavin Schmidt est directeur de l'Institut Goddard des études spatiales de la NASA à New York. C'est le 3e directeur de cet institut prestigieux, qui travaille sur des questions de climat, d'impact climatique et même d'astrobiologie, c'est-à-dire aussi la transposition de ces études-là à d'autres planètes. Il a l'habitude de travailler avec un certain nombre d'institutions de très haut niveau, parmi lesquelles on peut citer le Muséum américain d'histoire naturelle, le Collège de France, l'Académie des sciences de l'éducation de New York. Alors j'ai francisé tout ça, mais voilà. Pour illustrer le niveau mondial de notre conversation de ce soir, notre conférencier de ce soir, j'ajouterai 2 faits. Gavin Schmidt a publié plus d'une centaine d'articles sur des sujets relatifs au climat dans des revues internationales qui font référence, telles que les Proceedings de National Academy of Sciences, la revue Science aussi et la revue Nature. En 2007, il a été le contributeur au 4e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc, connu sous l'acronyme du GIEC. Donc ce type de rapport sort je crois que le dernier est sorti là en 2014, tous les 7 ans, 5-7 ans. Et ces travaux-là, donc en 2007, qui contenaient les contributions de nombreux scientifiques, a été reconnu par l'attribution conjointe du prix Nobel de la paix en 2007. Mais Gavin Schmidt n'est pas seulement un très grand scientifique, c'est également quelqu'un qui est très attaché aux questions de communication vers le grand public et vers les médias. En 2004, avec 8 autres spécialistes des questions du climat, il a fondé le blog scientifique Real Climate. Ce blog publie des commentaires critiques sur les progrès de la science du climat à destination du public et des journalistes en particulier. Et là encore, il fait ça évidemment à un niveau d'excellence reconnu, puisqu'en 2011, c'est le premier d'ailleurs à recevoir de la part de l'Union géophysique américaine le prix de la communication sur le climat, pour justement ce travail de communication sur les questions de changement climatique au grand public. Voilà, donc vous avez compris qu'à la fois au plan scientifique et au plan de la communication, c'est quelqu'un de vraiment de tout premier plan qu'on accueille ce soir, et donc c'est avec un très grand honneur que nous accueillons le docteur Gavin Schmidt à Albi, à l'École des Mines, et donc je vous invite à l'accueillir très chaleureusement. Docteur Schmidt. Merci beaucoup. Alors, bon, bonsoir Albi. Je vais faire ça en français. Ça serait un petit enjeu, même pour moi. Alors, si tu es assez tolérant de mes fautes, je serai très
apprécier. Je vais apprécier ça beaucoup. Donc, je vais parler du climat, je vais parler de la simulation du climat, on va parler de la crédibilité des climats, et comment on sait, qu'est-ce qu'on sait, et c'est quoi les conséquences de ce qu'on sait. Pour moi, comme scientifique, et pour vous, comme citoyen. Bon, la première chose à comprendre, c'est que malgré ce que tu as peut-être entendu, le climat est très, très complexe. Ce n'est pas un système simple. C'est chaotique, c'est dynamique. Et les patterns qu'on voit, et voilà, ça c'est une simulation de tous les petits particules dans l'atmosphère. Tu vois la poussière qui sort du Sahara. Tu vois dans le bleu le sel de mer qui monte dans l'atmosphère pendant qu'il y a un orage. Tu vois dans le blanc la pollution sulfate qui vient du charbon qui a du sulfate dedans. Tu vois les points rouges où il y a des feux qui mettent du suie dans l'atmosphère, qui affectent aussi le climat. Tous ces genres de choses, ils sont affectés par le climat, par le météo, et eux, ils affectent le climat et le météo eux-mêmes. Avec un système tel complexe, on a une challenge de le comprendre, de modéliser. Et on arrive, tu vois qu'on arrive à faire quelque chose qui est vraiment impressionnant. Mais les patterns qu'on veut voir, c'est pas simple à enlever de ça. Ouais? On crée quelque chose qui est presque aussi complexe que le monde réel. Alors, ça devient très complexe. Ben, je dis ça. Mais si tu vois, il y a des choses naturelles. Voilà, à côté de Madagascar, il y a un volcan qui érupte. Une éruption, mais voilà. Alors, j'ai ma cousine là qui va traduire chaque fois que je fais une faute. Merci beaucoup. Donc, pense à ça. La complexité du climat, c'est important. Le challenge qu'on a pour la modéliser, c'est vraiment, il faut comprendre 14 ordres de grandeur dans toutes les dimensions, à la fois. Ça commence avec les petites particules qui commencent le petit nucléus des nuages. Alors ça, c'est la taille des microns. Alors, mais c'est la taille du climat, c'est la taille du planète. Alors ça fait 10 en fonction de 8 mètres. Alors ça fait 14 ordres de grandeur qu'il faut comprendre, qu'il faut synthétiser pour que tu comprennes ce qui se passe. Et dans le temps aussi, on parle des choses qui passent à des microsecondes jusqu'au millénaire. Donc, alors, c'est encore 14 ordres de grandeur. C'est vraiment énorme. Quand on fait des problèmes scientifiques, on prend quelques échelles, peut-être 2-3 ordres de magnitude. Mais 14, c'est vraiment une challenge. Si on pense à peu près qu'est-ce qu'on fait avec les modèles de météo. Alors, on est tout... on sait tout, qu'est-ce que c'est les données des modèles de météo, on le voit sur la télé tous les jours. Alors les modèles météo utilisent la physique bien réalisée, bien modélisée, pour quelques échelles seulement, du taille du planète jusqu'aux quelques centaines, quelques dizaines de kilomètres. Et il le fait marcher pour... de 15 minutes jusqu'à 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Les modèles ont des problèmes parce qu'on n'arrive pas à modéliser bien les choses qui sont sous-maille, les choses qui sont plus vite, les choses qui sont plus petites. Alors ça c'est tous ces processus en bas là. Et les modèles de climat
Ils sont reliés à les modèles de Mekio, ils ont la même physique, mais ils utilisent une autre échelle. Alors, dans les années 90, les modèles climat, c'était un tout petit bout de cette champ. Alors, du global jusqu'à les échelles de quelques centaines de kilomètres. Mais on allait plus loin. Le climat, ça change dans les échelles de décennies, des siècles, des millénaires, des choses comme ça. Pendant les années, les climatatats, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Dans les années qui viennent de passer, voilà, on a eu plus de succès. On a une plus grande échelle qu'on peut faire bien. Mais tu vois, on a un énorme challenge si on veut faire tout le physique à l'échelle qu'il faut. Alors, avec les ordinateurs, on arrive à ajouter une échelle ou une autre de grandeur chaque 10 ans. Okay? Alors, si on attend qu'on peut faire tout ça d'une manière exacte, il faut attendre jusqu'à 2100 pour qu'on arrive là. Mais on veut savoir qu'est-ce qui va arriver avec le climat avant ça. Donc, on a un problème. Le problème, c'est que c'est ça qu'on a. Est-ce que c'est utile? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que la modélisation faite d'une manière comme ça, est-ce que c'est utile pour préviser le climat? Ça, c'est un modèle du climat. Il y a quelques-unes qui savent peut-être ce que c'est que je montre là. Ça, c'est un punch card. Dans le temps, on mettait chaque ligne de code, c'était sur une carte comme ça, et chaque couleur, tu vois, c'était encore un petit processus. On n'utilise pas des punch cards, ça c'est bon, on utilise des supercomputers maintenant. Mais la langue qu'on utilise, c'est encore le Fortran. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec le Fortran dans le temps? Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais travaillé avec le Fortran? Ah, voilà. Bien fait, bien fait. Ça est devenu une langue un peu comme le Languedoc. On sait un peu, mais on n'utilise pas souvent. Et dès qu'on a une corpus dans cette langue d'anciens computer scientists, il faut traduire beaucoup pour les jeunes. Mais on utilise les computers, on utilise des supercomputers qui fait la taille de cet bâtiment en fait. Il devient de plus en plus rapide, de plus en plus utile. Et comment on le fait? C'est qu'on prend chaque processus, chaque genre de physique, chaque domaine de physique, et on essaye de les capturer, donc de mettre dans une formule quelques exemplaires. Voilà, c'est des glaces marins vues par un avion autour du Arctique. Et on peut aller là, on peut voir c'est quoi combien de radiation c'est reflété par la glace. C'est quoi le taux de augmenter l'épaisseur du glace. C'est quoi le taux de refroidissage et de réchauffement pendant les saisons saisonnières. On peut aller là, on peut mesurer tout ça et on met ça d'une façon, d'une code, et on met à côté. Et puis on prend des autres processus, les formations des nuages. On encapsule ça, on met à côté. Et bout à bout, pièce par pièce, on arrive à une simulation qui inclut plein de processus, les processus les plus importants qu'on pense pour le climat. Et on arrive à avec une image qui ressemble aux terres, qui ressemble au monde réel,
mais il y a des bouts qui manquent. Il y a des détails qui ne sont pas bons. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on n'a pas bien mesurées. Alors, on a une image et on peut voir que c'est proche aux terres, mais ce n'est pas exactement là. En anglais, il y a une phrase qui dit que la modélisation ont toujours tort, mais des fois, ils sont utiles. Et ça, c'est vraiment la leçon qu'il faut apprendre. Les modèles, on ne croit pas dans les modèles. Okay? Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'utilité. Est-ce que les modèles sont fiables? On peut montrer qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça ensemble. Et c'est très intéressant parce que, voilà, ça c'est une champ qui est le vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors tu vois qu'il y a beaucoup plus d'eau dans les tropiques, il y a moins dans l'Arctique. Tu vois avec les orages au sud qu'il y a des fronts où il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vapeur d'eau. On voit qu'on a maintenant, aujourd'hui, un front qui a passé et on voit qu'il y a beaucoup d'eau. J'attendais du soleil du sud. En fait, je suis un peu déçu. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit avec cette genre de simulation plein de choses qui sont émergentes. Alors, on a mis plein de processus dans le code, dans la simulation. Mais tu vois, il y a des points qui sont très rouges. Alors ça, c'est des points qui sont des ouragans. Okay? Ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est émergent. On n'a pas une subroutine qui dit « fais un ouragan maintenant ». C'est quelque chose qui émerge avec c'est la combinaison de la thermodynamique, la dynamique, la radiation, les nuages, tout ça se combine ensemble pour donner des phénomènes, merci beaucoup, cet mot-là, qu'on peut voir dans le monde réel et qu'on peut voir aussi dans la simulation. C'est ce genre de choses qui nous donnent confiance que ce qu'on fait, ça vaut la peine. Si c'était seulement ça, de dire, oh bon, on peut modéliser ça, on peut comprendre un peu ce qui se passe, ça serait un succès très, très important. Alors, je vous avais dit que le système est très, très complexe. C'est presque le plus complexe système qu'on essaye de modéliser. Et on a du succès. On voit ça et on voit qu'il y a des processus, des choses émergentes qui sont très proches à ce qui se passe au monde réel. Mais ce n'est pas assez. Et vous n'êtes pas ici pour entendre ça. La raison pourquoi, c'est parce qu'il y a des facteurs externes qui perturbent ce système. Et ces facteurs peuvent être naturels et peuvent être humains d'origine. Et c'est ces facteurs qu'on sait ont eu un effet pendant l'histoire de la Terre. Mais maintenant, c'est nous qui est un facteur important. Mais il y a plusieurs, et il faut penser un peu à des facteurs importants. Un des plus importants, c'est des petites vibrations dans l'orbite du Terre elle-même. Alors, ça, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut s'inquiéter, mais pendant les centaines de mille d'années, l'orbite du Terre bouge un petit peu. Ça devient du cercle jusqu'à une ellipse. Le tilt, on dit ça. L'angle du axis, ça bouge un petit peu. La précession, ça change avec une période de 20 000 ans, quelque chose comme ça.
Et ça a été une énorme influence sur les avances des glaciers et le réchauffement après chaque âge de glace, pendant peut-être les derniers 3 millions d'années. Alors ça, c'est un très important facteur qui impacte le système. Mais c'est long. Ça ne change pas d'un siècle à l'autre, ça change de 10 000 années chaque fois. Le Soleil n'est pas constant. On a des cycles dans les activités solaires. On a un changement pendant l'histoire de la Terre depuis que le Soleil... au début de la Terre, le Soleil était peut-être 30% moins brillant que c'est maintenant. Et ça va continuer jusqu'au point que ça devient une géant rouge et on serait tout enveloppé avec le Soleil. Et voilà, c'est fini. Mais ça va pas arriver avant 5 milliards d'années. Alors, on n'a pas besoin d'inquiéter aujourd'hui. Les volcans ont un très, très important impact sur le climat. Sur le court terme, ils donnent un refroidissement global, mais aussi sur le long terme. Le recyclage des sédiments ajoute du charbon, du dioxyde du carbone dans l'atmosphère sur les très, très longues échelles. Alors ça, ils sont très importants. Les feux. Si on peut voir quelque chose d'un satellite, ça veut dire que quelque chose influence la radiation. Quelque chose qui influence la radiation, ça change le climat. Le trou d'ozone au pôle sud. Alors ça, c'est à cause de nous. Et l'utilisation de CFCs dans les chlorofluorocarbones dans les aérosols et les réfrigérateurs. Mais ça aussi, ça a changé le climat. Ça a augmenté les vents au sud. Pas le sud ici, mais au sud, le vrai sud. Et ça change le climat. La déforestation a aussi changé le climat. La surface qu'on en a une forêt, c'est bien plus différent pour la radiation et pour le cyclage d'eau que si tu enlèves la forêt. Alors ça change le climat. Les contrails, les trails de vapeur que les avions laissent, ça aussi change le climat d'une petite façon. Et bien sûr, les gaz à effet de serre. Surtout le carbone dioxyde, mais aussi le méthane et le nitrous oxyde. Et ces trois choses ont augmenté pendant la période industrielle. Le méthane, ça a plus que doublé dans l'atmosphère. Le carbone dioxyde a augmenté par 40% et le nitrous oxyde a augmenté par 15%. Tous ces genres-là sont très, très importants pour le climat à cause de leur effet sur la radiation infrarouge qui vient du Terre et qui monte. Tous ces facteurs ont une fingerprint, comme ici. Une empreinte différente sur le système. Un changement du Soleil, ça impacte le système d'une manière différente qu'un changement d'un gaz à effet de serre. Un changement à cause de le changement d'orbite, ça a une empreinte différente que toutes les autres choses. Alors, on peut calculer les empreintes de tous ces genres de choses, et puis on peut voir à quelle époque, à quelle période, chacun de ces facteurs ont eu leur impact majeur. Je mentionnais le concept de fiabilité. Alors, est-ce qu'un modèle est fiable? Est-ce que c'est utile? Parce qu'on sait toujours que les modèles ont tort. Alors, je veux dire que la chose qui vaut la peine, c'est la fiabilité. Est-ce qu'un modèle, un système de modélisation, est-ce que c'est fiable?
est-ce que ça donne un meilleur résultat, une meilleure prévision qu'on pouvait faire sans ça? Alors, on peut faire des prédictions pour le météo, pour voir qu'est-ce qui se passe, mais on sait maintenant que les modèles de météo donnent des meilleures prévisions que ce qu'on peut faire par hasard comme ça. Et ça, c'est bien documenté, c'est très très clair que la fiabilité des modèles météo ont augmenté énormément pendant les dernières 20 ans. Est-ce que les modèles de climat ont aussi cette même fiabilité? C'est à montrer. On ne peut pas dire « Oh, c'est évident », il faut le montrer. Je vais vous donner un exemple. Et l'exemple, c'est la réponse du système quand il y avait un grand volcan. On a eu un grand volcan il y a presque 20 ans, 1991. Le volcan Pinatubo, qui est aux Philippines. Il y avait une grande éruption et ça a mis ce qu'on dit des aérosols. C'est des petites particules du sulfate qui restent dans la stratosphère. Alors, c'est plus haut que le temps, que le nuage, la pluie. Alors, ça reste là longtemps, ça reste là pendant des années. Et tu peux voir avec ce courbe-là, dès qu'il y avait l'éruption en juin 1991, tu vois qu'il y avait une augmentation de ces particules qui a duré jusqu'à 1995. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu mets des particules dans la stratosphère? Voilà, tu as un déséquilibre radiatif. Parce que ces petites particules sont blancs. Alors, le soleil vient, il voit les petites particules qui sont blancs, alors il y a une plus haute réflexion d'énergie vers l'espace. Alors, l'énergie dans le système du Terre, ça diminue. Alors, on voit qu'il y avait une diminution d'énergie qui rentrait dans le système d'une manière nette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si on a moins d'énergie qui rentre, ça va se refroidir. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé. On avait une période pendant 2-3 ans où la température du Terre a diminué par à peu près une demi-degré. Et ce qu'on voit là avec les courbes, c'est la modélisation de ça. Si tu donnes seulement les particules qu'on voit, est-ce que les modèles donnent le même taux de diminution, le même taux de refroidissement global? Et en fait, ils le font. Alors, ça, c'est un test de la radiation, c'est un test de rétroaction qui existe partout dans le système climatique. Mais on peut faire plusieurs choses. Parce que pendant l'hiver, après un volcan, on voit en fait que l'Europe devient plus chaud d'une manière statistique. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que le globe refroidisse, mais l'Europe, dans l'hiver, ça devient plus chaud. Alors ça, c'est un effet dynamique. C'est une question d'un changement du vent, et les vents du Atlantique du Nord, ça devient un peu plus fort, et pendant l'hiver, quand il y a du vent fort du Atlantique du Nord, ça, en fait, ça chauffe la région européenne. Et est-ce que les modèles sont capables de voir ça aussi? Et là, on voit que les modèles ont donné ils ont donné le même phénomène, la même réponse. Alors, on peut tester le radiatif, on peut tester les rétroactions, on peut tester la dynamique, et on peut ajouter plusieurs tests. Pas seulement les volcans, mais la réponse au trou d'ozone, les changements orbitaux, les changements solaires. On peut faire tous ces tests, et chaque fois qu'on le fait, on voit que le modèle, dans une prévision qui est reliée au monde réel.
Pendant les dernières 150 ans, on a pu caractériser les changements globaux avec les stations météo, les stations pendant des bateaux dans les océans. On voit que au début, le 19e siècle, on voyait des ups, les downs, les hauts, les bas. Ça ne bougeait pas beaucoup. Il y avait un petit refroidissement après le volcan de Krakatoa en 1883. On voit que dans les années 40, il y avait une augmentation des températures. On peut confirmer ça. Pendant les années 40 jusqu'à 70, on a vu une petite diminution de température. Mais dès les années 70, les températures ont augmenté. Et ça a augmenté. Et ça a augmenté. Jusqu'au point que l'année 2014 était la plus chaude année sur le record. L'année après ça, de 2015, lui-même était le plus chaud année du record. L'année qu'on est, 2016, ça va être encore le plus chaud année sur le record. Il y a un changement. Le changement, c'est la taille du changement, c'est à peu près 1 degré élevé sur le base du 19e siècle. Et on peut poser la question, OK, c'est intéressant, on voit qu'il y a un changement. Est-ce que c'est important? Est-ce que 1 degré, est-ce que c'est un numéro important? Pendant cette salle-là, avec tous ces gens-là, la température a augmenté plus qu'1 degré dès qu'on est là. Et je crois qu'il n'y a personne qui est devenu extinct. OK, on n'a pas fondu les chaises. OK, non, on a adapté. Mais la température d'une salle, ce n'est pas la température d'une planète. Alors, il faut poser la question, qu'est-ce que c'est la marge du changement pour la température d'une planète? Je mentionnais le dernier âge glaciaire qui est terminé entre 20 000 et 15 000 années dans le passé. Si tu connais un peu de la géographie, on avait des glaciaires ici à Lozère, sur le Massif central, on avait des glaciaires. Les glaciers des Alpes ont descendu presque où on est, presque Lyon. Les glaciaires aux États-Unis ont descendu de l'Arctique jusqu'à New York. Et s'il y a des gens qui ont visité New York, il y a un parc à Brooklyn où on voit toujours la ligne limite des moraines des glaciaires. Ça, c'était une planète différente complètement. Le climat était différent, les animaux, les plantes, les écosystèmes étaient bien différents. C'était quoi le changement global de température qui était relié avec ça? Quelqu'un de 3 degrés, 5 degrés? OK, voilà, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est à peu près 5 degrés. Alors, dans le dernier âge de glace, avec les mammouths, des glaciaires partout, le niveau de la mer qui est descendu à peu près 120 mètres, on parle d'un changement de température de 5 degrés. Ce qu'on a vu depuis le 19e siècle, c'est 1 degré. Alors, ça fait 1/5 d'une mesure des âges de glace. Alors, ça c'est important. On peut poser la question, est-ce que la planète a déjà réagi à ce changement de climat?
Et la réponse est oui. On peut aller presque n'importe où il y a de la glace et on trouve des anciens photographes, des anciens dessins. Voilà, ça c'est un exemple qui vient d'Alaska. Ça c'est le Mendenhall Glacier. Et ça c'est une photo qui a été prise en 1894. Si on va dans l'exacte même position et on prend une photographe aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Et on peut faire ça presque n'importe où. On peut faire ça aux Alpes, on peut faire ça aux Rockies, aux Andes, aux Himalayas. On peut faire ça avec les glaciers d'Afrique, les glaciers du Papua-New Guinea. Est-ce que tu savais qu'il y avait des glaciers du Papua-New Guinea? Ben, pas mal. C'est trop tard. On est devenu une force géologique qui est impressionnante. Mais il y a des choses vraiment remarquables. Ça, c'est pas une calotte, on dit ça ice cap en anglais. C'est de la neige qui a tombé sur l'île de Baffin, c'est à côté de Groenland. Et c'est la neige qui a tombé, et puis ça ne s'est pas fondu. OK? Maintenant, ça se fond. Et en bas de la neige, on voit les petites herbes, les petits insectes qui étaient là au début. La dernière fois que ça a neigé, ça n'a pas fondu. Ça a gardé la terre presque dans une condition comme tu les avais mis dans un congélateur. Et parce que il y a de la charbon là-dedans, du carbone là-dedans, on peut le dater. Et avec la datation du carbone, on peut aller loin, on peut aller jusqu'à presque 50 000 ans dans le passé, quelque chose comme ça. Les gens ont fait ça un peu partout et on trouve les dates de 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Tu rappelles Otzi de Iceland, qui a été trouvé sur une colline entre Italie et Autriche. Okay, il datait de 5000 ans. Alors, cet endroit, il était encassé de neige et de glace pendant 5000 ans. La neige est fondue et puis il est sorti. Mais il était sur place. Sur cette île, on fait des datations et on voit des choses qui disent 10 000 ans, 11 000 ans. Et puis, exactement ici, on n'arrive pas à dater le carbone qui sort. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez du carbone 14 pour le dater. Et ça veut dire que c'est plus âgé que 50 000 ans. Et 50 000 ans, c'était au milieu du âge glaciaire. Alors, la période d'où ça vient, en fait, c'est le interglaciaire dernièrement. Ça fait 125 000 ans. Alors, on change le climat d'une façon que la Terre n'a pas vue depuis la dernière période chaude, plus que 100 000 ans dans le passé. C'est impressionnant. Ça a des impacts sur les personnages, sur les peuples. Ça, c'est un village qui n'est pas là encore, sur la côte d'Alaska, sur la côte nord d'Alaska. Ça, c'est un endroit où il y avait beaucoup de glace marine pendant presque toute l'année. Ces glaces ont fondu. Maintenant, c'est la mer avec les vagues, avec l'érosion. Et malheureusement, ils ont construit leur maison sur une fondation de sable. Et on sait bien que ça, c'est pas une bonne idée. Mais, au début, ça c'était du sable congelé.
mais c'est plus comme je veux. Alors maintenant, les taux d'érosion, ça est devenu impossible à adapter. Alors tous ces villages, tous ces gens, ils sont disparus. On peut essayer de modeler ce qui est passé pendant le XXe siècle. Ce qu'on voit là, c'est des observations de la monde réelle et les modèles. Le jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, ça c'est le météo. Ça change, ça n'a rien à faire un avec l'autre parce que le météo n'est pas prévisable plus que 2 semaines en avance. Mais tu vois, il y a une empreinte qui arrive aux dernières années et voilà, on pouvait continuer ça jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une empreinte du réchauffement de Terre qui est là dans les observations et là dans la modélisation. On voit quelque chose qui sont très ressemblants entre eux. Il y a plus de réchauffement sur la Terre que dans l'océan. Il y a plus de réchauffement dans le nord que dans le sud. Il y a plus de réchauffement, le maximum, dans l'Arctique. Cette empreinte, ça c'est une empreinte due des gaz à effet de serre. On peut être plus précis. On peut poser la question, qu'est-ce qui arrivera si toutes les choses ont changé, mais on le fait à la fois? Est-ce que les changements dans des paramètres orbitaux ont changé le climat d'une telle façon? Non. Le soleil? Non. Les volcans? Non. Si on ajoute toutes les choses qui sont naturelles, okay, les 3 choses-là, est-ce qu'ensemble, ils montrent le réchauffement qu'on a vu? Non, la réponse est non. Est-ce que c'est la déforestation? Non. Est-ce que c'est les pollutions par ozone? Non. Est-ce que c'est les aérosols qu'on met comme la pollution d'air? Non, parce que ça refroidit la planète. Est-ce que c'est les gaz à effet de serre? Ah bon, là, on arrive à expliquer le réchauffement. Si on ajoute toutes les choses humaines, on arrive à un taux de réchauffement qui est relié à ce qu'on voit. Si on ajoute les choses humaines et avec les choses naturelles, on arrive à un fait qui est remarquable. En fait. Si ce n'était pas vrai, ça serait quelque chose de très, très rare. Alors, on sait pourquoi le climat a changé pendant les derniers siècles, les dernières décennies. Mais il faut penser pourquoi on fait de la modélisation. Et ça, c'est capturé par cette cotation que je vais partager avec vous. Si nous avions des observations du futur, on ne ferait plus confiance qu'au modèle. Mais malheureusement, les observations du futur ne sont pas disponibles actuellement. OK. C'est amusant, mais c'est vrai. On a besoin de prédire avant qu'on peut observer. Toutes les prévisions qu'on fait, ça devient un modèle, dans telle sorte ou une autre. Alors, qu'est-ce que les modèles qu'on a construits, qui ont une fiabilité pour expliquer ce qui a passé, qu'est-ce qu'ils vont nous donner pour le futur? Ça dépend vraiment de ce qu'on va faire. Les émissions qu'on fait, ce n'est pas une force de nature, c'est nos choix. C'est nos choix d'économie, c'est nos choix de technologie, c'est nos choix de manière de vivre. On peut peut-être faire des réductions d'émissions drastiques. Alors, on peut essayer de vraiment garder la température au moins de 1,5 ou 2 degrés, comme on parlait à la conférence du Paris. Alors, ça c'est là,
les réductions drastiques. Ou tu peux les dire des réductions impossibles. On peut faire n'importe quoi. On peut trouver tous les hydrocarbures et les brûler pour l'énergie, l'huile, le charbon, les hydrates, les tar sands, les oil shales. Tous, il y a beaucoup. On arrive à une business as usual. Ça, c'est le chemin où on est. Et ça, c'est une continuation du chemin. Voir les numéros. Les rouges, c'est 4 degrés en plus d'où on est. OK? Rappelle-toi rappelle-vous. Je suis poli, j'essaie d'être poli. Rappelez-vous que la différence entre l'âge glaciaire et aujourd'hui faisait 5 degrés. Si on continue avec le business as usual, on arrivera avec une planète qui est proche de 5 degrés plus chaud que le 19e siècle. Alors ça, c'est une âge glaciaire dans l'autre direction. Si tu penses à ce qui a passé avec un refroidissement de cette grandeur, c'est une planète différente. Où on va, si on suit le business as usual, ça va être aussi une planète différente. On a les choix. Alors, les choix qu'on a, c'est entre là et là. On peut dire, bon, on va prendre ça pour sérieux. On va faire un effort. Et nos politiciens ont dit ensemble qu'on va faire un effort. Ouais. Mais les efforts qu'il faut faire doivent être majeurs. Et même s'ils font des réductions majeures dans les émissions, et on parle de 60%, 80% avant la fin du siècle, on va arriver aux situations où... Et là, tu vois qu'il y a déjà des endroits où les changements sont à 4, 5, 6 degrés, plutôt dans l'Arctique. Alors ça, c'est pas une option qui est sans risque. Ça, c'est pas une option qui ne va pas avoir des problèmes de niveau de mer, des problèmes de vagues de chaleur, des problèmes d'une augmentation de l'intensité de précipitation, des changements dans les calottes, des changements des écosystèmes. Alors, même avec des réductions majeures, on va avoir une nécessité d'adapter et une coût d'adaptation. Mais les choix, ce n'est pas encore fait. Je suis obligé contractuellement d'inclure une photographe d'une ours polaire dans toutes mes présentations. Ça, c'est une photo que j'ai prise, mais je n'étais pas assez proche que ça. Ça, c'était à Churchill, en Manitoba. Et c'était après l'été. Et les animaux, là, ils attendent le refroidissement pour que la glace sous le Hudson Bay se forme, puisqu'ils peuvent aller faire la chasse des phoques. Et à ce point-là, ils n'ont pas mangé pendant 5-6 mois. Alors, quand tu vois le regard qu'il te donne, il a faim. Mais on utilise les ours polaires comme symbole des changements des écosystèmes à cause des changements climatiques. Mais en fait, c'est peut-être les petits bêtes comme ça qu'il faut plus être inquiets. Ça, c'est ils s'appellent pine bark beetles. Alors, c'est des... quelqu'un sait la traduction de ça? C'est pas grave. Ils mangent les pines
Et dans l'ouest aux États-Unis, ils ont détruit des milliards d'hectares de forêt. Et la connexion avec le climat, c'est que pendant l'hiver, il y a une période de 6 semaines où ils commencent à créer une antigel pour durer le longueur de l'hiver. Si, pendant cette période de 6 semaines, il y a un grand refroidissement, c'est fini, ils sont tous morts. Et ça va commencer de nouveau la prochaine saison. Mais si ça ne devient pas assez froid, et ils arrivent à faire assez d'antigel, ils commencent tout de suite. Et ça c'est quelque chose qui est arrivé. Les automnes, les hivers, en Colorado, en British Columbia, en Alaska, ne deviennent pas aussi froid que ça a été. Et ça a eu un impact sur les forêts tout à fait désastreux. On voit des forêts qui sont complètement brûlées. Chaque arbre, pendant des milliers d'hectares. Ça change le climat pour les feux, ça change le climat pour les animaux, ça change l'économie des gens qui font la forestière. C'est les petites choses qui vont changer. Ce n'est pas les grandes choses qui vont changer, c'est les petites choses. Et les petites choses sont très, très difficiles à préviser. Si on a une fiabilité avec les modèles physiques que je vous avais montrés, on a très, très peu de fiabilité dans les modèles des écosystèmes. Parce que là, c'est encore plus complexe. Et on n'a pas même des lois de physique pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, on arrive à un point pour les scientifiques comme moi. Ça, c'est une quotation qui vient de Sherwood Rhodes, qui a reçu le prix Nobel pour la découverte du chimie de destruction d'ozone par les chlorofluorocarbones que j'ai mentionnés. Et il a dit, à quoi sert d'avoir développé une science avec des prévisions aussi fines si, au final, nous allons simplement attendre de voir qu'elles se réalisent. Et ça, c'est exactement la position où on se trouve. Nous, les climatologues, on fait de science. On a découvert des choses importantes. On a expliqué l'histoire du climat d'une façon très impressionnante. Très impressionnante. Et on a fait des prévisions, même dans les années 80, qui a des implications pour le monde, pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on reste dans nos labos en faisant encore du physique, encore des prévisions fines, encore des ajoutements de détails? On fait ça parce qu'on est payé de faire ça. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est tout ce qu'on doit faire? Et nous, on trouve des réponses un peu différentes. Il y a un de nos collègues qui sont vraiment militants en termes de changer le chemin où on est. Il y a d'autres qui veulent continuer dans le labo et ils sont fous. C'est pas qu'ils sont fous, mais ils ne veulent pas se mêler parce qu'on devient dans le monde du politique. Et en fait, le monde du politique, c'est pas assez gentil que le monde de science. Le monde de science, il y a des problèmes là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais en fait, il n'y a pas des gens qui te laissent une rare mort sur ton plat. Ça existe dans le monde politique, quand les scientifiques rentrent dedans.
Alors, il faut être un peu dur de le faire. Ça fait 10 ans, 15 ans que j'essaye de faire un peu plus la communication au grand public. On voit que voilà, il y a des réactions un peu extrêmes. Mais on continue parce que c'est important. Et c'est important parce que le challenge qu'on a, l'enjeu climat, les prochains chapitres ne sont pas encore écrits. Et les décisions qu'on fait maintenant, ils vont avoir une influence. Les décisions qu'on va faire en 10 ans, eux aussi vont avoir une influence. En 20 ans, il va y avoir des décisions aussi qui peuvent améliorer la situation, qui peuvent empirer la situation. Et on ne va pas arriver à un point où ça ne vaut pas la peine de faire une meilleure décision. Et c'est à nous, comme citoyens, de faire des meilleures décisions et d'aider les gens de faire des meilleures décisions. À le niveau d'une maison, à le niveau d'une communauté, à le niveau d'un État, d'un pays, d'une communauté, dans les églises, les écoles, les universités. On peut tout faire des décisions parce qu'on le fait maintenant, on fait des décisions maintenant et on peut les faire mieux. Alors, merci beaucoup. Très bien, on va se prendre du temps pour les questions. Une fois qu'on a je parle français d'une manière telle horrible. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Bon, mais oui, n'importe quoi. Je vous remercie pour ce que vous venez de nous dire. Mais il y a une chose que vous avez oubliée, je pense, je l'espère, ou c'est voulu, c'est les guerres. Parce que les guerres sont peut-être petites par rapport à la nature, mais ont des bouleversements tels que ce n'est pas possible que ça n'intervienne pas sur le climat. Et quand vous dites qu'il faut que nous nous entendions tous, on n'est même pas foutu de s'entendre pour éviter les guerres. Je pense que ce serait un truc déjà aussi d'en parler de temps en temps. D'éviter les guerres, je suis d'accord avec ça. Est-ce que les guerres, on parle de guerre mondiale, est-ce que les explosions atomiques, est-ce qu'ils ont eu un effet sur le climat? Là, non. En fait, le changement d'énergie qu'on a à cause du changement des gaz à effet de serre, c'est des... je ne sais pas le numéro exact, mais c'est 1 million, 10 millions plus efficace que les bombes de Hiroshima ou les bombes qui ont été explosées dans l'atmosphère. Il y a des impacts géophysiques qu'on peut mesurer, il y a des isotopes qu'on voit dans les calottes de glace, on voit tout ça, mais un changement climatique direct à les explosions ou direct à la guerre, on ne se voit pas. Dans le temps passé. Oh, mais s'il y a une... On ne sait pas l'impact, les conséquences de ces explosions. Sur le climat, on ne voit pas une conséquence. Encore, on ne le sait pas. Ouais. Merci. De rien. Alors, merci beaucoup pour cet excellent exposé. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable maintenant. Bon, vas-y. Tout à l'heure, vous avez parlé que les glaces sur cette île avaient fondu il y a 125 000 ans.
Non, ils ont été créés. La neige a tombé Oui. et ça n'a pas fondu depuis cette époque-là. Ça veut dire qu'il faisait jusqu'à chaud maintenant. à cette époque-là, il faisait chaud. Oui. Et qu'est-ce qui avait causé cette chaleur à cette époque-là, sachant qu'il n'y avait pas le CO2 produit par nos usines? Alors, les changements à l'époque, à l'échelle des âges glaciaires, interglaciaires, glaciaires, interglaciaires, c'est plutôt relié à les changements de l'orbite. À cette époque-là, on avait une période qui était plus courte que la période Holocène, mais ça a été plus chaud. Alors, dans l'Arctique, on voit une augmentation de température peut-être 2-3 degrés plus élevée que maintenant, parce que le tilt du planète a été un peu plus élevé que c'était maintenant. Mais au tropique, c'était un peu plus froid. Alors, globalement, c'était à peu près ce qu'on a, mais dans l'Arctique, c'est plus chaud. Alors, on voit une augmentation de niveau de mer par après 4 jusqu'à 6 mètres, et ça a été une contribution de 2 mètres de Groenland. Alors, une tiers part de Groenland a été fondue, et aussi une partie des calottes antarctiques d'ouest a été aussi fondue aussi. Alors là, on voit qu'il y a des impacts pour les changements de température qui sont tout petits, mais ça a été à cause de quelque chose qui arrive pas mal. Bonsoir. Beaucoup de personnes parlent de notre entrée dans l'Anthropocène. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette affirmation et si vous avez fait des études par rapport à cette affirmation. Directement, non, on n'a pas fait des études, mais on suit ça avec grand intérêt. Si tu penses à toutes les autres périodes géologiques, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé, et voilà, on voit les empreintes dans les rochers, dans les sédiments, et c'est évident que nos périodes maintenant vont avoir un impact dans les sédiments, dans les rocheuses, aussi large que tous les autres changements d'époque qu'on voit dans l'histoire géologique. On va voir les changements du carbone 13, qui est quelque chose qui est gardé dans les sédiments très facilement, des autres isotopes. On va voir plus de choses qu'on peut dire maintenant. Il va y avoir un niveau de plastique dans tous les sédiments. Dans 10 millions d'années, on va, peut-être pas nous, mais quelqu'un, quelque chose, va regarder et ils vont voir qu'il y avait un changement un taille géologique maintenant. Moi, si vous me demandez quand est-ce que c'est qu'on est vraiment arrivé à ce point-là, ça serait le mi-19e. Parce que c'est là que le carbone dioxyde ont vraiment pris forme. Là-bas. Oh, pardon. Bonsoir et félicitations pour votre très intéressant exposé. Donc je suis un petit peu de la maison, donc je travaille à Météo France. Météo France, c'est le French noir. Donc vous prêchez un convaincu. Mais donc lorsqu'on se projette sur des climats futurs, donc à échelle 100, 200, dans les 100, 200 prochaines années, malgré donc effectivement l'impact de l'activité humaine sur le dérèglement climatique, qui est très net, qui est facilement démontrable, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les facteurs qui agissent sur le climat, et notamment sur la variation de l'énergie solaire. Ouais. Et sur ce plan-là, on ne sait pas grand-chose finalement. Ouais. Et on peut, enfin c'est un des problèmes des modélisateurs d'ailleurs,
Et on peut même envisager que tout soit possible. Nouveau petit âge glaciaire. Vous comprenez okay. Oui. C'est ça la question? Voilà, donc sur ces incertitudes-là, il faut pas les cacher non plus. Oh non, pas du tout. Alors, j'ai mentionné les changements solaires. On a des cycles solaires quasi décadales, alors 11 ans peut-être. Mais on a aussi des changements solaires qui sont un peu plus longs, peut-être à des niveaux de siècles. On pense que le soleil a augmenté un petit peu pendant les dernières 100 ans. Et c'est sûr que les changements du soleil ne sont pas reliés à ce qu'on fait nous. C'est tout à fait indépendant. Mais on peut aller... vous avez mentionné le petit âge glaciaire. Ça, c'est une période, il y a 300 ans, quelque chose comme ça, où il y avait une période de refroidissement. Il y avait beaucoup de volcans et on pense que le soleil était un peu plus faible dans le temps. Mais le changement de climat était à peu près une demi-degré plus froide que le 19e. Et les changements du forçage, c'est à peu près ce qu'on attend. Alors, on peut avoir un changement du volcan. Les volcans ne sont pas prévisibles non plus. Alors, pendant le prochain siècle, si on a une diminution du soleil, si on a une augmentation d'activité volcanique, ça peut baisser la température par rapport relatif où on va aller. Mais le changement qu'on prédise, c'est bien plus grand que ça. Le changement pour une business as usual, c'est 4 degrés pour le fin du siècle. Alors, si on a une demi-degré de refroidissement à cause des choses naturelles, ça va être perdu dans le bruit. Ça peut faire un délai de, disons, peut-être 20 ans. Et c'est clair que c'est intéressant de point de vue climatologique. Mais est-ce que ça nous évite de prendre conscience de ces prévisions? Là, la réponse est non. Donc, c'est très intéressant. Moi, mon dernier grant, funding. Mon dernier financement, c'était exactement pour calculer les impacts d'un changement d'activité solaire, incluant les changements d'ozone, incluant les changements du rayon cosmique et tout ça. Mais on n'attend pas que ça changera le big picture. C'est intéressant et c'est incluant dans les productions qu'on fait, mais c'est pas, ça change pas grand-chose. Oui, bien sûr, oui. Donc, voilà. Question, est-ce que vous recevez des pressions de la part de certains lobbies pour minimiser les travaux que vous présentez ou que vous effectuez? Est-ce que vous avez quelquefois des gens qui viennent vous expliquer non, il ne faut pas le dire, ou alors il faut le dire autrement, il ne faut pas... Est-ce que vous avez ce genre de pression? Merci. On a des pressions. On est des fois déprimés. Mais les pressions, nous sommes entrés dans une situation politisée. Alors, il y a des gens qui veulent faire des pressions sur nous. Il y a des gens qui font des poursuites légales pour mes emails, pour ça, seulement pour me faire taire. Yeah, exactement. Ouais. Est-ce que ça a marché? Non. Je suis là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que j'exagère pour faire passer cette bill, un acte ou une loi, quelque chose comme ça? Oui, on ne le fait pas. On a, nous, les scientifiques,
on a une... on a une étude, ouais, ça aussi. Maintenant que tu le mentionnes, ouais. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis personne, je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas fameux, je suis un scientifique. Vous êtes là parce que j'arrive avec une crédibilité qui vient de la NASA, qui vient de mes travaux à moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très fragile. Les scientifiques qui ont devenu des partisans, qui ont devenu comme des avocats au lieu des scientifiques, ils perdent leur crédibilité très, très, très vite. Et ça peut être utile pour eux, ça peut être bénéficiant en termes de leur carrière autour des sciences. Mais moi, je travaille dans la science. C'est ça ma carrière. Je suis pas payé pour ça. Je suis payé pour faire de la recherche. Si je perdrais mon crédibilité à un côté à l'autre, c'est fini. Alors, on a il y a une grande rétroaction qui nous mène sur un chemin éthical. Et ça, c'est du bon. Les exemplaires où les gens, et bon, et dans le cas de la France, on ne va pas parler de ça, mais on sait qu'ils ont devenu partisans. On sait qu'ils n'ont pas de crédibilité, mais si tu dis quelque chose que quelqu'un veut, voilà, tu peux avoir une autre carrière. Mais ce n'est pas la même carrière. Alors. Ah, mais vous êtes super gentil. Prochaine. Oui, oui, ici. Par là. Oui, ici. Par là. Par là. Oh, voilà, ouais, Voilà. Juste une question de terre à terre. Au niveau des schémas que vous avez donnés parmi les mesures drastiques, les schémas de réchauffement, est-ce que vous pensez qu'on est peut-être dans l'utopie, mais est-ce que vous pensez que si tous les États étaient OK pour mettre en place ces mesures drastiques, on relève de l'utopie, ou scientifiquement c'est possible? Est-ce que de toute façon, dans tous les cas de figure, parce que soit c'est de l'utopie, soit scientifiquement c'est impossible, soit les deux, on est de toute façon déjà inexorablement dans le schéma 2100 de réchauffement plus élevé? Bon, scientifiquement, si on coupait les émissions commencement maintenant par 5-10% chaque année, c'est possible. Mais ça, c'est économiquement, politiquement, societally, difficile. Okay? On a tous un intérêt dans le fonctionnement de l'économie. On a tous... si on est venu dans une voiture, voilà, on a un intérêt dans la continuation de ça, jusqu'au point qu'on peut tout changer, mais on est tout impliqué. Alors là, les possibilités, à cause de l'inertie, politiquement, économiquement, technologiquement, ils sont importants. Alors, c'est pas que la science qui va faire le choix. C'est vraiment la politique et la volonté des gens, des peuples, des États. Oui. Top. Merci pour votre présentation. L'Agence spatiale européenne et le CNES
On a lancé dernièrement des satellites Sentinelle qui doivent cartographier la déforestation, les feux de forêt, etc. Ouais. La température des océans, les niveaux, etc. Est-ce que ça peut apporter des choses à votre modèle et si oui, dans quelle proportion? Oui, alors, bon, le ESA et aussi le NASA et aussi les Japonais, on a une centaine de satellites qui fait le tour du monde, qui mesure les précipitations, les températures, les nuages, la radiation, tout ça. On utilise ça de deux façons majeures. Premièrement, pour valider les modèles, pour que, bon, est-ce que les variations sont réalistiques dans les modèles qu'on voit dans les satellites, et aussi pour trouver les processus qu'on ne comprend pas beaucoup bien. Alors, les connexions de déforestation et le pluie, ok, voilà. Est-ce qu'un satellite comme ça peut nous aider avec une combinaison des autres satellites, des autres données, pour voir ce que c'est les relations entre la déforestation, la pluie, les nuages, la radiation? Alors, c'est évident que c'est oui. On a une période de satellite qui date du 79 jusqu'à maintenant, et ça devient de plus en plus important de continuer les missions satellites. On a une record des places en Arctique qui est mené par des satellites qui voient dans le micro-ondes. On vient de perdre un de ces satellites parce que voilà, c'est un endroit tough dans l'espace. Les choses ne durent pas longtemps. Et on a des choses qu'on n'a pas remplacées. Il y a des choses où si le satellite se casse, voilà, c'est la fin de ce projet. Et de continuer ça, de vraiment continuer d'observer le monde à une échelle le plus globale possible, c'est très très important. Et la contribution européenne, japonais, américaine, même aux Indes, même Corée, ça ajoute à tous les données qu'on utilise. Alors, la réponse à ton question, c'est oui, absolument. Oui. Ah. Bonjour et merci pour cette prestation. Ouais, merci. J'ai une toute petite question. On a parlé des principaux facteurs pouvant agir sur le climat. Ouais. Je crois qu'on s'est placé sur une position figée dans l'atmosphère. Or, sachant que l'axe de la Terre-Soleil se déplace dans une direction différente, le Soleil ne se dirige plus vers la même étoile qui a plusieurs centaines de millions d'années. On va se retrouver dans une position dans l'atmosphère autre que celle où on est à présent. Or, ma question est celle-ci. Va-t-il y avoir une incidence dans une autre position? L'atmosphère sera-t-il plus ou moins chaude, plus ou moins tranquille? Tout est là la question. Ok, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, alors je vais répéter. Alors, tu dis que la position de la Terre, ça va changer par rapport aux étoiles, qui est vrai, ça arrive, mais ça arrive lentement. Et est-ce que ça, eux-mêmes, va changer le climat? Non, on va se trouver dans une autre position dans l'atmosphère, puisque le Soleil change de direction. Avant, le Soleil change de direction. Ah oui, il était dans la direction étoile, bon, je ne me souviens plus le nom. Et... Ok, là, je ne vous suis pas, parce que le Soleil bouge dans l'espace interstellaire, mais ça ne change pas de direction comme ça. Ah oui, oui. Oui, oui.
il y avait une direction d'une étoile fixe, et c'est plus là, donc je ne me souviens plus le nom. Alors là, il faut que tu m'expliques ça avec un peu plus de détails après les questions sont finies, parce que d'accord. Mais c'est peut-être un peu plus profond que je peux répondre maintenant. Compte tenu de la vitesse dont se déplace le Soleil, on sait à quelle vitesse se déplace la Terre sur elle. Bon, la vitesse du Soleil, la vitesse du système solaire, c'est très très vite, mais on est en free fall autour de la centre du galaxie. Mais ça ne change pas. 28 000 km se déplace. Bon, c'est même plus que ça. Mais, non, je veux dire par là, je résume, je vais faire court. Oui, voilà. Viens me parler après et peut-être tu peux m'expliquer un peu plus en détail. J'aurais fait une chose quand même, c'est faire rire l'Assemblée. Ok. Et pourtant. Okay. Bon. Prochaine question. Non, je voulais dire seulement. Non, mais après. D'accord. Ouais. Je vous remercie. Oui. Merci de votre patience. Le changement, il impliquerait un consentement ou une décision commune de nos sociétés. Ouais. Et donc, on est actuellement embringué dans ce système capitaliste qui a besoin de croissance pour augmenter les profits en permanence. Ouais. Donc, vous avez sans doute été sollicité ou en tout cas écouté d'une oreille, je ne sais pas si elle est, si vous en riez ou si vous y croyez, des solutions de géo-ingénierie qui mettraient en œuvre la technologie pour corriger ce que le développement anarchique de notre système produit. Qu'en pensez-vous? Bon, on parle maintenant de la géo-engineering, qui est quelque chose de très intéressant. Bon, on a mentionné les effets du volcan et le refroidissement qu'un volcan fait sur la surface du planète. Les gens ont pensé, et c'est un peu évident, si on avait beaucoup de volcans, ça, d'une façon, peut annuler le réchauffement des gaz à effet de serre. Et on peut calculer ça, le physique de ça, c'est pas compliqué. C'est même pas très cher. Alors c'est faisable de faire ça. Mais les problèmes sont compliqués. Dès que tu commences à faire ça, tu peux pas arrêter. Jamais, tu peux pas arrêter. Alors, si tu commences, ça c'est quelque chose qu'il faut faire de maintenant jusqu'à éternité. Ouais. Alors, ça c'est un grand investissement. Mais le problème, la raison pourquoi on ne va pas faire ça, c'est une question de gouvernance et du éthique. Les pays qui ont des lois pour la protection de l'environnement, des choses comme ça, ne vont jamais approuver cette manière de géo-ingénierie. Alors les pays, c'est que les pays qui n'ont pas une loi qui protège l'environnement ou ils s'en foutent. Et on parle de la Russie, de Chine. C'est à peu près ça. Alors, est-ce que la Chine eux-mêmes peuvent faire ce genre d'action? Et en fait, oui, ils peuvent faire. Mais qu'est-ce qui va passer? Les Chinois vont mettre plein de choses dans l'atmosphère qui va faire autour du monde. Ça va avoir des effets, sur l'ozone, ça va avoir des effets sur les précipitations tropicales, ça va avoir un effet sur le monsoon indien. La première fois que quelque chose de mauvais arrive, qu'il y a peut-être le monsoon n'arrive pas en Pakistan ou aux Indes.
qu'est-ce que les Indiens, les Pakistanais vont faire? Ils vont dire aux Chinois, arrête maintenant, parce que tu as tué 100 millions de nos peuples. Et qu'est-ce que les Chinois vont faire? On ne peut pas imaginer c'est quoi la situation. Et les Chinois, les Indiens, tout le monde il comprend qu'est-ce qu'ils vont passer comme ça. Parce que même s'il n'y a pas un lien direct, il y a un lien politiquement. Et c'est impossible pour nous, comme une société globale, d'aller sur ce chemin qui va durer des centaines de milliers d'années. C'est impossible. Mais la science, mais c'est pas la science ou la physique qui nous empêche. C'est la politique, l'égalité et l'éthique. Si tu veux lire quelque chose sur ça, c'est en anglais, mais il y a un livre par James Fleming qui s'appelait Fixing the Sky. Et c'est l'histoire de la modification de météo, ou les essais de modification de météo, depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'à geoengineering. Et ça ouvre les yeux sur les questions que tu poses. C'est vraiment très intéressant. C'est un grand honneur que vous soyez ici ce soir, Albi. Vous dites le chapitre n'est pas encore écrit. On est en train de l'écrire. Les forêts disparaissent, le plancton disparaît, les avions polluent. Et que pensez-vous si la Terre, à l'heure actuelle, la Terre devient un micro-ondes? Qu'en pensez-vous? Les micro-ondes. C'est-à-dire, les ondes électromagnétiques chauffent. Il y en a partout. Il faudrait arrêter la communication pendant un an pour voir si la température baisse. Okay. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça c'est pas un bon effet. Si on prend toute l'énergie qu'on utilise, c'est à peu près 15 terawatts. Alors, si on distribue toute l'énergie qu'on utilise, alors ça inclut tout. Ça inclut les micro-ondes, ça inclut les internal combustion engines, le chauffage, tout. Ça donne ce qu'on dit un forçage de à peu près 0.05 watts per meter square, watts par mètre carré. L'effet du carbone dioxyde, c'est à peu près, ça approche 3 watts par mètre carré. Alors, c'est en fonction, c'est à peu près 50 fois plus grand les effets des gaz à effet de serre que l'utilisation d'énergie primaire, incluant les micro-ondes. Alors, c'est pas zéro, mais c'est petit en comparaison avec le grand problème qu'on a. Ici, on voit. Ben, tu vois qu'elle a pris des trainers. C'est mieux pour monter et descendre. Vous avez parlé des modèles. Pardon, j'ai un... Ben, voilà, explique-moi. Voilà. Oui, je voudrais savoir. Vous avez parlé de changements drastiques. Est-ce que vous pouvez nous les nommer, ces changements drastiques? Ben, des changements drastiques, c'est une diminution des émissions du carbone dioxyde par 80% dans les prochains 20 ans. Alors ça, c'est majeur. C'est majeur. Il y a 2 pays du monde qui a un taux d'émission si bas, l'Islande et Costa Rica, qui ont... mais c'est pas rigolo, mais ils ont fait des grands efforts géothermiques, hydroélectriques, et en Costa Rica avec des panels solaires. Okay? Mais ils sont des petits pays et ils ont des grandes ressources. Pour les plus grands et plus développés pays, de changer la manière de générer l'électricité,
et de changer la manière de transporter les gens, les choses, et de diminuer les émissions par 80%, ça c'est un grand challenge. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Bon, le COP21, le meeting qu'on avait à Paris l'année dernière, tout le monde a proposé leur propre contribution. Si tu ajoutes toutes leurs contributions, ça arrive pas à... ça arrive à peut-être un tiers de ce qu'on a besoin pour achever le limite de degrés. Est-ce que c'est le fin? Non, parce que les gens vont essayer des choses et ils vont avoir des succès, ils vont avoir des technologies, des manières à changer les choses qui vont être plus efficaces que l'autre. On attend que ça devienne plus distribué. On va trouver que dès qu'on décide de changer quelque chose, les ingénieurs vont trouver des manières plus efficaces de le changer. C'est ça qu'on a vu avec les CFCs et le acid rain, le pluie acide. En ces deux cas, dès qu'on a commencé, on a dit, bon, on va diminuer le problème comme ça. Oh, mais en fait, c'est un peu plus facile, on peut faire ça. Oh, mais en fait, on peut faire ça. Et puis, voilà, c'est fini. Et ça, en ces deux cas, ça a pris 10-20 ans pour que ça arrive. On peut attendre que ça va arriver avec le carbone dioxyde aussi. Mais c'est difficile, on ne peut pas prédire comment ça va aller. Alors, est-ce que c'est mieux qu'ils ont fait une agreement? Oui, c'est mieux que de ne pas avoir fait. Est-ce que c'est lui-même assez pour changer le chemin? Pas vraiment. Mais je suis optimiste que les choses efficaces vont être transmises et on va devenir plus efficace avec le temps. Alors l'ambition que les pays ont, ils vont devenir plus ambitieux en faisant les premiers pas. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans tous les autres cas des problèmes environnementaux qu'on a résolus d'une manière. Derrière. Je vous remercie pour vos interventions. Et j'ai une question, parce qu'à fur et à mesure que je vous écoute, je vais de plus en plus déprimé. Parce que ça dépend du je vous explique pourquoi. Parce que j'entends que nous sommes tous impliqués. Ouais. Mais en même temps, c'est politique, comme si c'était à distance de nous, même si nous faisons de la politique. Et donc je me dis, peut-être la question la plus facile ce soir, qu'est-ce que nous, individuellement, nous pouvons faire au quotidien pour participer justement à ce ralentissement? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose ou nous pouvons être observateurs de la défaillance générale du monde? Ouais. Alors, ça c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Alors, il y a plusieurs niveaux de cette question. On peut faire des choses qui économisent de l'électricité, de l'énergie nous-mêmes. Alors, si on n'a pas amélioré l'installation de notre maison, si on utilise encore les bulbes incandescents, on peut changer ça. Si on utilise la voiture au lieu de marcher, au lieu de prendre la bicyclette ou le vélo, voilà, ça c'est des choses. Mais ça c'est des choses individuelles. Et si on faisait tout ça, ça n'approche pas ce qu'on a besoin. Mais comme un individu, tu as aussi une voix dans votre communauté. Et la communauté fait des décisions qui sont plus grandes et qui ont plus d'un effet.
Et si vous faites partie d'une église, si vous faites partie d'une école, si vous faites partie d'une université, si vous votez dans les élections régionales, municipales, nationales et même internationales, tu peux avoir un effet. Tu as un voix d'un militant, tu as une voix d'une activiste. Tu peux écrire des lettres, tu peux essayer de faire comprendre aux gens qui font des décisions qui sont plus grandes que toi-même, you care about. Tu penses à ça et que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, tes familles et tes enfants. Il y a des manières d'augmenter le voix d'une seule personne. Moi, je suis une seule personne, mais il y a 400 personnes ici qui m'occultent. Donc, on peut avoir un effet individuel qui est plus que changer les light bulbs. Il faut faire, mais on peut faire plus. Il faut s'engager. Bonsoir. Est-ce que vous avez simulé les conséquences sur les populations en fonction des scénarios? Ok, pardon, j'ai pas entendu. Avez-vous simulé les conséquences sur les populations en fonction des divers scénarios possibles? Alors, les scénarios qu'on a vus là, les grandes réductions, le business as usual, ils ont des assumptions de population qui sont diverses. Alors, le business as usual a une assumption d'une croissance de population qui arrive à un point, je crois que c'est 11 milliards par le fin de 2100. Mais le plus positif, le scénario le plus positif, ça a un taux de population qui reste à 9 milliards. Alors, la population, ça fait partie des scénarios qu'on fait. Mais la population, c'est pas tout à fait le bon métrique. Parce que population aux États-Unis, c'est bien plus endommageant du climat que la population en Somalie. Alors, un personne là, c'est pas égal. Mais on essaye de prendre ça en compte. Les changements démographiques, je vois, ça c'est pas mon domaine, mais je vois les présentations, par contre, de Hans Rosling, je ne sais pas si tu le connais, mais il est un scientifique, un démographe d'Hollande, je crois. Et il suit les changements démographiques très, très en détail. Et c'est assez positif. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez qu'on a déjà passé pic enfant. Ça veut dire le numéro des enfants dans le monde a eu une pic, un maximum, et maintenant ça diminue. Et voilà, ça c'est... La question était les conséquences de ces scénarios sur les gens. Sur les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va donner pour les gens que s'il y a plus 4 degrés? Qu'est-ce que... Biologiquement. Je m'excuse, j'ai pas bien compris du tout. Ok, biologiquement, ça dépend de où vous êtes. Si vous êtes dans les tropiques, biologiquement, ils vont avoir des périodes pendant l'été que tu ne sors pas et que ça devient impossible de travailler dehors. On arrive à ce point-là de temps en temps maintenant. Maintenant, il y a une grande vague de chaleur en Thaïlande et Pakistan, cet endroit-là. Mais physiquement, ça serait le pire, parce qu'avec l'augmentation de l'humidité, l'augmentation de chaleur, ça devient très difficile d'être dehors.
Où on est ici, on n'est pas proche à ces limites, alors les impacts vont être indirects. Ils vont être à cause d'inondations, de changements du niveau de mer, des choses comme ça. C'est mieux? Ouais. Je m'excuse de ne pas bien compris. Pardon? Ah, changement du Gulf Stream. Ok, ça c'est intéressant. Bon, le Gulf, ça il y a un langage populaire qui n'est pas vraiment le langage scientifique. Le stream du Gulf Stream, ça c'est un courant à côté de la Floride qui monte et ça devient le courant nord-atlantique. Le Gulf Stream eux-mêmes ne vont pas changer beaucoup. Mais la circulation thermoïline qui inclut le Gulf Stream, mais aussi le courant atlantique du Nord, on sait que c'est sensible. On sait qu'avec un changement de température, un changement de l'afflux d'eau douce qui vient du Groenland ou qui vient de l'Arctique, peut changer cette circulation. Et on sait que dans le passé, cette circulation a changé assez rapidement et ça a donné un refroidissement dans cette région de 2-3 degrés, quelque chose comme ça. Les simulations qu'on a maintenant donnent une diminution de cette courant par rapport à 30% avant le fin du siècle. Si vous voyez les cartes de changement de température pendant les dernières quelques années, on voit un refroidissement dans cette région, alors juste au sud du Groenland. Et presque le reste du planète, ça réchauffe, mais sauf cette petite partie. Ça indique que peut-être il y a des changements dans cette courant actuellement. Mais on n'a pas assez de données, on n'a pas assez de confiance de dire que c'est à cause le réchauffement global ou les effets des gaz à effet de serre. Mais c'est un des endroits où on sait qu'il y a des inconnus connus. Tu te rappelles cette phrase de Donald Rumsfeld? Il disait, bon, il y a des connus connus, et puis il y a des connus inconnus, et puis il y a des inconnus inconnus, et voilà, là, on est fichu. Alors, le courant du Atlantique du Nord, c'est un des inconnus connus. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui peut passer là, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de monitoring. On regarde ça avec une œil très proche. Oui, bonsoir. Bon, j'aimerais déjà vous remercier de vous être adressé à nous en français. Mais oui, parce que si moi je devais faire la même chose en anglais, bonjour. Bon, merci. Mais en fait, je vais poser une question très terre à terre et qui devrait mériter une réponse assez directe. Ok. Je vais essayer. Ok, je me prépare. En fait, d'après le dernier graphisme qu'on a vu, qui s'arrêtait, j'imagine, volontairement à 2100, puisque dans la salle, on ne va pas être très nombreux à aller au-delà. Il y a ma petite fille quelque part. Voilà. Ça se peut. Non, ouais. Je souhaiterais connaître votre opinion sur le graphisme qu'on a vu. Ce graphisme, bien sûr, pour l'instant, s'arrête à nos jours, à peu près. Est-ce que cette montée que vous avez prévue, est-ce que, selon vous, sincèrement, elle est optimiste, elle est réalisable, elle est pessimiste, elle est
des pics tout d'un coup? Est-ce que ça va monter d'une façon aussi graduelle qu'on a pu voir, plus ou moins? Voilà, c'est un peu mes doutes pour rejoindre l'opinion de monsieur là-bas. Est-ce qu'on attend une trajectoire douce ou violente? C'est certain que le chemin qu'on va voir, ce serait ni un ni l'autre de ce que j'ai posé. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y aurait des changements très très rapides? Là, il faut regarder la longue histoire du climat sur la planète. Le plus loin dans le passé qu'on va, le moins clair le vue. Et on voit certainement des impacts rapides, des choses vraiment rapides, moins d'un siècle qui arrive. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Alors, on mentionnait le courant dans l'Atlantique Nord. Alors, pendant la période glaciaire, il y avait beaucoup d'interactions là, et on voyait qu'il y avait des périodes de 20 ans, et puis ça a changé par 5-10 degrés. Mais ça, c'était une situation où il y avait beaucoup de calottes, et des calottes instables sur l'Amérique du Nord, sur Fennoscandinavia. Et on pense que c'est relié à ça. Alors, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation qui n'a pas d'analogue dans le passé. On voit des choses, on voit des impacts des astéroïdes, des grands volcans, des volcans immenses. Yellowstone, ça fait 700 000 ans qu'il y avait une éruption, mais ça c'est une éruption qu'on n'a jamais même pensé. C'est énorme comme éruption. Est-ce que ça peut passer maintenant? Oui, demain, même maintenant. Ce genre de choses peut arriver. Est-ce que nos activités peuvent mener quelque chose comme ça? J'ai pas vu d'évidence qui m'a convaincu que ça c'est une possibilité réelle. Alors il y a toujours impossibilité à cause des choses tout à fait aléatoires, mais en fonction de ce qu'on fait nous, j'ai pas vu d'évidence qui m'a convaincu que c'est une possibilité. Alors pour cette question, je suis assez optimiste que ça va pas arriver. Je suis optimiste, pessimiste, dépendant du jour par rapport au scénario. Chaque fois qu'il y a des gens qui font des bonnes décisions, je dis, oh bon, on peut faire des meilleures décisions. Et chaque fois que j'entends les positions d'une certaine partie dans le Sénat des États-Unis, je dis, oh non, mais on est foutu. Mais voilà, c'est une balance. Bon. Merci à vous pour une tour de questions intéressant, variées, diverses. Ça c'est un plaisir d'être ici pour vous amuser. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. On vous a soumis
à la question pendant près d'1 heure. Merci, ouais, merci ouais. beaucoup pour cette belle performance. Ok. Et puis, j'ai le plaisir de vous remettre quelques souvenirs. cadeaux, quelques souvenirs. Oh, super. Donc, ceci, c'est en fait le livre qu'on a édité pour les 20 ans de l'école. Nous sommes ici dans une école qui est très très jeune. Ouais. Et alors, c'est pas les 20 dernières années de l'école, c'est plutôt l'idée, c'était d'écrire quelque chose qu'une jeune personne de 20 ans pourrait écrire sur son avenir. Et c'est dans cet esprit qu'on a rédigé ce livre-là. Super. Voilà. Et puis alors, je vois qu'il vous manque un petit accessoire. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne boîte. Oui, très bien, voilà. Donc, je vous offre une cravate. Oh, bah oui. Pas une cravate. Une cravate Ok. de l'école. Il faut dire que, voilà, maintenant, ça, c'est la seule cravate que j'ai. Eh bien, très bien. C'est unique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous avez l'occasion d'apporter. Voilà. Et pour votre charmante épouse, voilà, un petit foulard. Merci que vous beaucoup. pourrez, Merci beaucoup. Ça, c'est très sympa. Et votre petite fille a été C'est très, pour- très c'est pour toi. sage. Très, très sage pendant le... Et même la cravate, peut-être. Voilà. Et alors, je Merci vous offre beaucoup. même le sac pour tout remettre dedans. Ah, mais on a toujours besoin de sac. Très bien. Merci encore. Je crois qu'on peut remercier Merci encore beaucoup. le docteur Et Schmitt. merci à vous. Allez, je vous aide à rendre tout ça. Voilà. Voilà. Oh, super. Merci beaucoup. C'était un peu...